ma petite voix, justement, me disait, mais en fait, Virginie, mais clairement, tu n'es pas à ta place. Sauf que il y avait mon ego, il y avait mon éducation de perfectionniste, de nana qui doit être top, mais à tous les niveaux, financièrement, professionnellement, en termes de statut social, en termes de maternité, bref, en termes d'apparence physique, enfin tout ça. Et donc, je cochais pour le coup toutes ces cases. Et en plus, j'étais en situation de handicap. Donc, il y avait aussi cette espèce de fierté personnelle à me dire, je fais partie des 3% en France qui sont cadres supérieurs. Je fais partie des 0, je ne sais combien, qui sont en plus à des postes à responsabilité avec un haut niveau d'exigence internationale et tout ça. Donc, pas question de perdre tout ça. Ce sentiment que je pouvais avoir pendant des années de subir, d'être né au mauvais endroit, au mauvais moment, à la mauvaise place. Ce sentiment aussi qu'il y avait des privilégiés et il y avait tous les autres. Donc, je faisais partie, évidemment. C'était fou. Que c'était possible, en fait, de vivre autre chose. Que c'était possible, qui que nous soyons, quel que soit notre passé, de construire un futur, en fait, dans lequel on se dit, j'adore ma vie. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir, et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Cela faisait 4 ans que je rêvais d'avoir Virginie derrière mon micro. Virginie fait partie de ces femmes lumineuses dont la rencontre change une vie. Elle naît avec une surdité profonde et grâce à sa détermination et 20 ans d'orthophoniste, ses parents réussissent le défi fou qu'elle puisse parler. Virginie est une pionnière. Sans le savoir, elle devient la première avocate sourde en France. Après plusieurs années à exercer, son corps lui parle de plus en plus fort jusqu'à faire un burn-out. Elle décide alors de faire du marketing. Parce qu'elle n'est toujours pas à sa place, elle tente à nouveau une orientation en tant que coach. Mais un coup du destin la surprend et l'emmène sur la scène. Aujourd'hui, Virginie est à sa place en tant que conférencière professionnelle. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Virginie Delalande. Bonjour Virginie. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Alors, j'ai choisi Anne Pinel. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça me remet en mémoire des souvenirs de force, puisque j'ai fait du scoutisme, puisque j'étais une fille de la nature, et on peut faire beaucoup de choses avec Anne Pinel. La deuxième chose, c'est aussi le côté étiquette que peut coller à un couteau. Ben, quand on dit souvent à nos femmes, attention, c'est dangereux, ça coupe. Et c'est un petit peu la même chose que quand on est issu de la diversité, donc dans mon cas, en situation de handicap. On a dit à une petite fille, quand il y avait 8 ans, sois gentille avec elle, elle est handicapée. Donc ça voulait dire, attention. Et un comportement qui sort de ton comportement habituel. Et je trouve que nos couteaux est un petit peu mal aimé, puisqu'il coupe, mais il peut faire aussi plein de choses formidables. Il peut partager, il peut recruter, etc., etc. Je trouvais que c'était la même chose avec les étiquettes qu'on colle à la diversité en général. Super, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler de où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi, alors, dans plusieurs endroits, puisque je suis née à Tassiana 2001, qui est près de Lyon. Jusqu'à mes 2 ans, j'ai plutôt vécu à Villeurbanne, dans une banlieue que nous connaissons tous, je crois, en France. Et ensuite, mes parents ont déménagé dans un petit village de 8000 habitants à la frontière de la Suisse, mais côté français, qui s'appelle Ferney-Valtars. Et mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans et j'ai passé le reste de mon enfance à Paris. D'accord. Et quel type de petite fille tu étais ? Alors, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais une petite fille comme les autres, plutôt joyeuse, plutôt pleine de vie.
passionnée par la nature, passionnée par les animaux, passionnée par les garçons. Mais que les filles me retaient déjà à l'époque. Et c'était quoi tes rêves de petite fille? Je rêvais d'être vétérinaire. Vétérinaire, pourquoi? Parce que justement, j'adorais les animaux et j'avais remarqué que, contrairement aux personnes autour de moi, les animaux n'ont jamais fait de différence. J'étais acceptée, aimée comme j'étais. Ouais. Et tu disais du coup, quand t'avais 8 ans, une petite fille, on t'a dit il faut se comporter différemment. Comment tu l'as vécu ça? Alors, peut-être rentrer un petit peu dans les détails pour que tu comprennes ce qui s'est passé exactement et pourquoi ça a été un traumatisme fait pour moi. C'est qu'on était invité à un anniversaire d'amis de mes parents, il faisait beau, il faisait chaud, on attendait la pièce montée. Et comme c'était un petit peu long, on décide d'organiser une partie de chars. Et le meneur décide de désigner la plus jeune pour courir après tout le monde, en sachant pertinemment qu'elle n'allait pas y arriver et que ça allait être très drôle pour tout le monde. Et comme il est perçu ça m'a fait de la peine pour cette petite fille. Donc, je me suis approchée d'elle et je lui ai dit, écoute, si tu veux, touche-moi à promener, comme ça on sera toutes les deux à courir, et moi je courais très vite à l'époque. Sauf que cette fille n'a pas du tout eu la réaction que j'avais prévue, à savoir, merci, c'est génial, très bien, fais comme ça. Elle me dit, je ne veux pas jouer avec toi, tu parles trop mal, je ne comprends rien. Donc sur le coup, il me dit, ok, tant pis pour elle, elle ne passe pas, débrouille-toi. Je commence à partir, et là, ce frère arrive, et lui dit, mais sois gentil avec elle, elle est handicapée. Il faut savoir qu'à l'époque, je lisais énormément déjà, et dans mon référentiel à moi, handicapé, c'était Quasimodo. C'était le capodre, le papillon, donc la personne paralysée sur un lit d'hôpital. Et je me suis dit, mais en fait, pour elle, pour ce frère, je suis un monstre. Et donc forcément, ça a complètement changé, en fait, mon regard sur les personnes qui me considéraient différemment. Et je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas comme les autres, je suis inférieure, je suis moins bien, je suis... Waouh, c'est violent. Ouais, c'est sûr. Et ça, t'en as pris conscience au bout de combien de temps? Parce que j'imagine... En fait, ça a été vraiment le moment où j'ai commencé à faire attention à la manière dont les gens interagissaient avec moi. Donc, je voyais bien que on me parlait beaucoup moins qu'aux autres, que quand il y avait des équipes qui étaient constituées au port ou au foot, je n'étais jamais la première choisie, j'étais plutôt dans la bonne tranche du feu, en sachant qu'il était quand même excellent au sport, qu'il y avait 18-19 de moyenne générale au sport. Oui, c'est pas comme la majorité. Enfin, moi, je sais que j'étais toujours choisie en dernière, mais parce que j'étais vraiment mauvaise. Oui, mais tu vois, moi, c'était pas un problème d'être mauvaise, c'était mon handicap qui faisait peur. Donc, je ne faisais jamais partie des premiers choisis. Et tu as toujours pu parler? Non, pas du tout. C'est-à-dire que on a découvert ma surdité, qu'il y avait 9 mois. Le médecin, d'ailleurs, très gentiment dit à mes parents, votre fille est sourde, elle ne parlera jamais. Mais ça, c'était un peu mon état. 9 mois, c'est tard, hein. Dessiné. Sauf que mes parents, comme ils étaient assez jeunes, il y avait respectivement 20 et 21 ans. Je me suis dit, avec l'élan de la jeunesse, si elle n'arrivera pas à notre fille, elle parlera. Et effectivement, ils se sont lancés de la voiture de faire parler une fille qui n'est pas censée parler. C'est après quand même 20 heures d'orthophonie, 3 fois par semaine. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, à 9 ans, on me comprenait assez mal. Ou alors, on était habitué. À 12 ans, c'était pas mal. Mais il fallait se concentrer. À partir de 15 ans, c'est un nouveau connu. Et je vois encore aujourd'hui qu'il y a un peu de travail, mais bon, je considère avoir fait 90% du travail. Donc, à vous de faire les 10%. Oui, c'est sûr. De bien articuler et de prendre le temps. Et donc là, tu fais tes études. Est-ce que tu rencontres du coup des difficultés particulières? Alors évidemment, on dit souvent que pour un jeune, les études, c'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est là où tout se passe. Nous concentrer d'inaccessibilité, nous concentrer de personnes motivées ou pas par la question de diversité et de handicap en particulier. La bêtise, les limites de la législation, les limites financières, etc. Donc, effectivement, me concernant, ça a été un vrai parcours de combattant.
Et ce qui est drôle, c'est qu'avec le recul, je me dis aussi que je ne me suis pas forcément facilité la vie parce que j'ai choisi de faire du droit. Mais, comme je me disais, mais en fait, le handicap, c'est un petit peu le truc que personne ne veut. Quand on travaille en entreprise, quand on travaille dans un endroit où il y a de la performance attendue, je n'ai surtout pas une personne handicapée que va embaucher. Donc, je me suis dit, attends, tu pars déjà avec des cartes en main, tu ne vas pas, au plus, choisir une petite université familiale de province comme on m'invitait à le faire. Tu vas prendre la meilleure des formations possibles. Donc, forcément, j'ai choisi Assas. Et donc, Assas, quand on connaît la réputation, quand on connaît le niveau, je dis effectivement, ce n'était pas le plus facile. Et en même temps, ça a été à la fois l'une des expériences les plus dures de ma vie et à la fois l'une des expériences qui m'a le plus forgé pour la suite de ma vie. Et là, du coup, pourquoi tu as choisi de faire du droit? Parce que mon rêve était d'être vétérinaire, sauf que au moment de la période du choix de l'orientation, l'équivalent de Parcoursup aujourd'hui, ma maman m'a dit pas et tout. Donc, il a fallu trouver un plan B. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais quand même une jeune femme très scolaire. Une femme qui ressentait un sentiment d'injustice énorme. Et il avait bien compris que si on voulait, en fait, changer les choses, avoir du poids, avoir de l'impact, il fallait quand même un métier pour bien gagner sa vie. Pour ensuite, derrière, éventuellement financer des associations, des choses, des initiatives qui permettent de faire bouger les lignes. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas du tout la prétention de me dire que moi, je pouvais changer quoi que ce soit. Et le droit aussi, parce qu'en fait, je me sentais en fait victime. Ouais. Et je me suis dit, grâce au droit, je vais pouvoir défendre toutes ces personnes qu'on n'écoute pas aujourd'hui. Ce sont les femmes battues, ce sont les enfants, ce sont les étrangers, ce sont les personnes qui n'ont pas le droit à la parole au sens large du terme. Et je me suis dit, je serai cette avocate. Mais en fait, j'aurais été ma propre avocate, avec le recul. Bah, c'est souvent ça. On dit souvent qu'on cherche à résoudre une problématique dans la société, celle dont on a besoin d'aide, là où on a besoin d'aide. Oui, mais parfois, on met un peu de temps à le comprendre. Ça, c'est sûr. Et du coup, tu fais Assas, tu commences tu es avocate. Alors, donc, effectivement, j'obtiens mon diplôme d'avocate. J'ai les 2 cabinets dans lesquels j'ai fait mes stages qui me proposent des collaborations. Mais il faut savoir que dans la vie, on a toujours des péripéties. Et il se trouve que pendant mes études, j'ai également eu mes 2 enfants. Okay. Et j'avais ce souvenir de mon enfance qui était plutôt privilégié, où j'ai grandi à la campagne, en contact avec la nature. Et mes enfants étaient parisiens, puisque je faisais mes études à Assas. Et en fait, je ne voyais pas mes enfants grandir au milieu du béton, dans des univers où ils sont sans arrêt surveillés par un adulte, parce que c'est dangereux. Donc, entre la circulation, les pédophiles, la violence ordinaire, et puis les initiatives farfelues des gamins, je me suis dit, non mais en fait, pour notre équilibre collectif, je crois qu'on a besoin d'endroits où à la fois les enfants puissent être vraiment libres, sans surveillance systématique de l'adulte, et à la fois où les parents peuvent aussi avoir des moments de respiration, en se disant mon enfant est dans un endroit safe, peut m'occuper aussi de mes trucs à moi. Et que c'est égoïste, et que c'est l'idée du siècle, je ne sais rien, mais je n'y ai bien réussi. Le problème, c'est que je me suis dit, non mais en fait, tu as de l'ambition. Tu veux bien gagner ta vie. Donc, tu es obligé d'habiter à proximité d'une grande ville, mais avec la possibilité d'être à la campagne. Ah, pas facile. Donc, Paris, on oublie. Parce que entre la campagne et Paris, au moins 1 heure de transport. Ce dont je n'avais pas du tout envie. Lyon, c'était un peu mieux. Mais les grandes entreprises qui ont des sièges sociaux importants n'étaient pas là. Marseille était une ville que je ne connaissais pas du tout, donc je n'ai pas envisagé.
etc., etc. Et donc, j'ai fini par trouver la réponse. Ça sera Genève. Genève, le plat parfait. On gagne bien sa vie. On a des grandes multinationales avec des sièges. Et on a la campagne à 5 minutes. Ouais. Parfait. Sauf que je n'avais pas prévu que le diplôme d'avocat est reconnu partout en Europe, sauf en Suisse. Et j'avais fait déménager le papa de mes enfants et mes 2 enfants qui avaient changé d'école. Donc à un moment donné, il a fallu quand même faire bouillir la marmite. Et ça ne pouvait pas être en étant avocate. D'accord. Donc j'étais jurée de notre entreprise, directrice juridique de notre entreprise. Ok. Donc j'ai fait ça en fait pendant 5 ans en Suisse. Et ça, tu l'as vécu comment? Parce que du coup, t'étais là pour défendre. Alors, au début, très mal. Très mal parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à trouver du travail. Donc évidemment, au début, j'ai choisi la solution de facilité, c'est-à-dire de dire, bah oui, forcément, quand on est en situation de handicap, c'est toujours la même histoire, c'est salaud, machin. Et finalement, en prenant un petit peu de recul, en écoutant les gens, je me suis rendu compte que c'était mon diplôme le problème. De rien à voir avec le handicap. Donc ça, c'était intéressant. Ça permet finalement de regarder d'un autre regard. De remettre le handicap à sa juste place. Ouais. Tout ça, c'était très intéressant. Et puis ensuite, je me suis retrouvée, malgré moi, donc au départ, à découvrir une nouvelle culture, une nouvelle manière de travailler, un droit qui est très différent. Alors, on a la même base juridique, puisque c'est le code Napoléon, mais beaucoup moins d'articles. Et en revanche, comme aux États-Unis ou en Allemagne, des cantons avec des législations différentes. Donc, en fait, une autre façon de passer, une souplesse, et puis des langues différentes. Donc, on jongle entre les langues, sachant que vous n'en connaissez que 2 sur 4. Bon, donc c'était, en fait, pour moi, quelque part, le moment où j'ai pu mettre en application tout ce que j'avais naturellement développé grâce à mon handicap depuis l'enfance, à savoir l'adaptation, à savoir la flexibilité et cette envie, cette passion de l'humain et donc de la découverte. Trop chouette. Et tu es la première avocate sourde en France? Oui, alors ça, je ne le savais pas. Ouais. C'est un jour, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais tu te rends compte, tu es la première avocate sourde de naissance en France. Et ça me paraissait mais tellement énorme que sur le coup, je n'ai pas cru. Ouais. Je me disais, mais attends, on a quand même, à la fin du XXe siècle, comment c'est possible qu'on en soit là aujourd'hui encore, avec tout qu'on a mis en place sur la diversité, l'inclusion, etc. Bon, il se trouve que c'était le cas. Ouais. Alors, il y a des avocats qui sont devenus sûrs avec le vieillissement suite à un accident, mais des sûrs profs de naissance, il était bien le première. Il y en a maintenant d'autres que toi? Alors, il y en a une deuxième. Trop chouette. Effectivement, mais pour le moment, il y a la pression qu'on ne reçoit pas au cabinet et c'est bien dommage. Ouais. Donc là, tu enchaînes tes postes en tant que juriste, donc en Suisse. Effectivement, donc je commence avec la Suisse et j'enchaîne en fait les expériences de travail d'abord dans une compagnie d'assurance et spécialisée dans l'immobilier, spécialisée dans les biens. Ensuite, travaille dans une société de gestion de fortune, dans une organisation internationale. Et pareil, j'apprends plein de choses, je développe encore ce côté adaptabilité, ce côté faire des passerelles, finalement, entre les métiers. Et puis, pour des raisons familiales, nous revenons à Paris. Et là, je me dis, bah parfait. Donc, j'ai la possibilité de reprendre la robe. Qu'est-ce que je fais? Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais dans une configuration familiale un petit peu particulière, dans le sens où le père de mes enfants ne vivait pas avec moi. Okay. Et nous rejoignait 3 jours par semaine. D'accord. Puis que le reste du temps, il continuait à travailler près de Genève. Ok. Donc, il y avait la configuration où il était seul, 4 jours par semaine, avec 2 enfants. Et ils avaient quel âge? Alors, mon fils avait 9 ans et ma fille 6. Et il faut savoir qu'ils sont également sûrs comme moi. Okay. Donc, pour la société en situation de handicap,
avec évidemment le parcours qui va avec, médical. Voilà. Et je me suis dit, attends, toi, ton diplôme, c'est avocat au droit des affaires et fiscal. Donc, c'est lourd permanent, ce sont des dossiers qui prennent énormément de temps, etc. Mais comment tu vas concilier ta vie de mère et ta vie professionnelle? Et ça, c'est une idée, en fait, qui m'a poursuivie, en fait, pendant très longtemps. Parce que ma mère m'a toujours dit, Virginie, tu ne peux pas avoir les deux. Tu es obligée de choisir. Et pour moi, c'était impossible. Je voulais les deux, le beurre, l'argot du beurre et la crème nère. Ou le crémier. Donc, j'ai décidé d'appeler mes amis avocats, avec qui j'avais eu donc mon diplôme. Et je leur ai dit, voilà, 3 questions. La première, est-ce que vous aimez toujours autant votre métier siècle après? La deuxième, est-ce que vous gagnez bien votre vie, puisque c'est la promesse de nos professeurs? 3, est-ce que vous arrivez à trouver un certain équilibre entre vie privée et vie professionnelle? La réponse très intéressante. Ah, on adore notre métier, c'est très varié, chaque dossier, chaque client est différent, donc ça, c'est top. Deuxième question, les profs nous ont un peu menti, mais ça va, on s'en sort financièrement. Et troisième, c'est la cata. La cata totale. Et les femmes me disent toutes, non mais en fait, on en est même à un point où on se dit à quel moment on va arriver à avoir des enfants. Et quand j'étais au stage, je me suis souvenue que les collaboratrices en fait, des cabinets dans lesquels je n'étais que stagiaire me demandaient comment je faisais pour gérer mes enfants pendant le stage. Et en fait, tout ça a fait ce petit bonhomme de chemin et je me suis dit, non mais en fait, même si on est handicapé, c'est quand même pas très simple. Et donc, je me suis renseignée à droite à gauche et le compromis qui avait l'air d'être le plus adapté finalement à ma situation était d'être avocate, mais en entreprise. Et de choisir un département suffisamment ambitieux pour avoir et le salaire et le côté intellectuel et le côté international. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de trouver un pote au Sadaxia, dans la section Corporate Finance. Ok. Tu es resté combien de temps? Je suis restée 2 ans et demi. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, que tu es partie? Pardon? Qu'est-ce qui a fait que tu es partie? Très bonne question. Alors, c'est un ensemble de situations, c'est-à-dire que, à la base, je n'avais pas été embauchée pour ce poste-là, j'avais été embauchée pour un poste beaucoup plus transverse, c'est-à-dire récupérer les problématiques communes à plusieurs filiales et trouver des solutions. Sauf que la directrice qui m'avait embauchée a fait un burn-out un mois après mon arrivée. Donc, je me suis retrouvée en fait, comment je peux dire ça, comme une crêpe, à ne rien faire, alors qu'il y avait un boulot de dingue, sauf que comme je venais d'arriver, évidemment, je ne pouvais pas reprendre le fleuve, personne ne voulait le reprendre, et il était en période d'essai. Donc pour moi, il n'était pas question de quitter ce service qui était emblématique quand même, puisqu'il faisait partie des meilleurs services juridiques d'Europe. Donc, je me suis dit, bah, très bien, eh bien, on va trouver autre chose. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis retrouvée, en fait, dans le service où, naturellement, je n'aurais jamais dû être. C'est-à-dire que je n'ai jamais été très bonne avec le chiffre, avec l'organisation, avec la rigueur et tout ça, paradoxalement. Et là, c'était le corporate finance, donc des chiffres toute la journée, avec justement énormément de rigueur, des tableaux, des machins. Et je me suis dit, non mais, qu'est-ce que tu fous là? Sauf que, en fait, dans ma tête, il y avait cette vision très hiérarchique. C'était le meilleur service, en fait, pour moi, du département juridique, puisque j'étais au siège, et j'étais dans le meilleur service du siège. De parfait. Il y avait aussi cette dimension financière. Il y avait aussi que j'avais été au chômage et j'avais détecté ça.
j'avais eu 10 entretiens pour arriver à avoir ce poste-là. Donc, pas question de revenir à la case départ. Donc, j'accepte. Et évidemment, quand on est dans un endroit qui ne nous correspond pas du tout, on n'a pas eu les conséquences. Et parmi les conséquences, il y a se refermer à l'arrache. Dans un service, en fait, où tout le monde est hyper stressé, en train de travailler sur tous les fuseaux horaires. Donc, stressé, fatigué, avec des énormes responsabilités, puisque nos interlocuteurs quotidiens étaient les directeurs de filiales. Et les directeurs du groupe de ma famille, compagnie d'assurance, donc, pas de erreur. Et donc, tout ça a fait que ma manager avait demandé à mes collègues de prendre des créneaux pour me former, pour m'encadrer, tout ça. Et en fait, elle ne le souhaitait pas. Et en plus, elle n'en avait pas le temps. Donc, tout ça a fait que ça s'est très mal terminé. On est parti en clash, à tel point que, évidemment, j'ai fini par avoir du burn-out. Et surtout, j'avais connu, en fait, quelques années auparavant, une période, en fait, où j'étais en dépression. Pas des raisons qui n'avaient rien à voir, évidemment, avec le professionnel. Et je sautais, que je redescendais. En fait, donc, tu revoyais les et me symptômes. suis dit, non, mais, Warni, hors de question. Ça t'est arrivé une fois, ça ne va pas t'arriver deux. Donc, j'ai pris un coaching. Et je m'attendais à la baguette magique. Le coach me dit, mais en fait, il faut faire ça, ça et ça, et tout ira beaucoup mieux. Et pas du tout. C'était à moi de trouver la solution. Et ma petite voix, justement, me disait, mais en fait, Virginie, mais clairement, tu n'es pas à ta place. Sauf que il y avait mon ego, il y avait mon éducation de perfectionniste, de nana qui doit être top, mais à tous les niveaux. Financièrement, professionnellement, en termes de statut social, en termes de maternité, bref, en termes d'apparence physique, enfin tout ça. C'est ce que j'appelle les KPI de la réussite de la société. Exactement. Et donc, je cochais pour le coup tout ce calme. Et en plus, j'étais en situation de handicap. Donc, il y avait aussi cette espèce de fierté personnelle à me dire, je fais partie des 3% upfront qui sont cadre supérieur. Je fais partie des 0,1 je ne sais combien, qui sont en plus à des postes à responsabilité avec un haut niveau d'exigence internationale et tout ça. Donc, pas question de perdre tout ça. Sauf que, avec un petit travail avec mon coach, je me suis rendu compte que, non, mais clairement, je n'étais pas du tout au bon endroit et que, de toute façon, ça allait se retourner autrement. Quand j'allais perdre, en fait, progressivement, tu m'as capé. Et c'est comme ça que finalement, j'ai choisi, en fait, quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon parcours initial. C'était celui de faire du marketing et de m'occuper des personnes en situation de handicap, tout en me disant pendant longtemps, non mais en fait, c'est la solution de facilité, t'es handicapé, tu t'occupes des handicapés, mais c'est nul, intellectuellement zéro. C'est très intéressant en fait de revenir sur des croyances, sur cette image qu'on a sur ce propre handicap finalement, puisque en parlant des autres, je parlais de moi surtout, de ma vision, de mon propre handicap. Ouais. Et comment aider grâce à ce qui toi t'avait aidé. Comment toi tu t'es aidé toi-même et du coup l'idée c'était d'aider les autres avec les mêmes clés qui t'avaient aidé. Alors en réalité, j'ai mis du temps à comprendre que je m'aidais moi-même parce que en fait mon obsession, que j'ai toujours d'ailleurs, c'était qu'on arrête de considérer que le handicap est un sujet caritatif, un sujet social. En fait, pour moi, depuis le début, être en situation de handicap veut aussi dire être capable autrement. Et donc, on est capable de faire la même chose que les autres, mais avec moins d'énergie, avec un membre moins, avec un sens moins, avec, en fait, pas les mêmes cartes que les autres. Et pour moi, c'est une richesse. Et j'essayais de démontrer que non seulement c'était une richesse, mais qu'en plus,
elle pouvait être sûre de performance. Alors, évidemment, performance économique, mais aussi performance dans l'organisation, l'optimisation et ça donne aussi de confort pour la majorité des gens. Et donc, en fait, ce poste-là a été l'occasion, en fait, de voir si mon idée complètement farfelue au départ était réellement possible et réellement démontrable. Et oui, j'ai eu la réponse. Donc là, tu te lances on est en quelle année quand tu te lances dans ce travail de marketing Alors, ça, c'était, je crois, 2016, dans ces eaux-là. Je suis restée 18 mois. Et 18 mois, pourquoi? Très bonne question. Une question que je me pose tout seul. C'est parce que, entre-temps, il y avait plein de choses qui avaient changé. C'est-à-dire que, ce fameux coaching m'avait appris à ressortir, comme disait cette petite voix, à mieux me connaître, et tout ça a fait que, j'ai demandé pour la première fois, après 8 heures, 10 heures d'activité, un aménagement de poste. Alors que j'ai une surdité profonde, tout le monde entend bien qu'avec ma surdité, il y a un accent, donc je n'ai pas un handicap invisible. Et pour autant, ma fierté, mon orgueil n'acceptaient pas ce sentiment d'être moins que les autres, donc avec des besoins de compensation. Et en fait, je me suis dit, bon, je n'ai pas une position de faiblesse, c'est simplement prendre soin de toi. J'ai accepté donc cet aménagement de poste et ça a fait toute la différence. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que toute l'énergie que je déployais à compenser mon handicap, à récupérer toutes les informations que j'avais loupées par ce cours oral, à m'assurer en fait d'être au top du top professionnellement pour que surtout on ne me reproche pas ma différence. Donc le fameux syndrome de la bonne élève. Tout ça, je n'en avais plus besoin. Et le résultat est que j'étais 50%, enfin 100% plus performante. Juste avec un aménagement de poste. Et mon manager me disait, mais Virginie, mais c'est dingue! Comment tu expliques ça? Je dis, en fait, j'ai juste un aménagement de poste qui me permet de téléphoner, d'avoir mes réunions retranscrites par écrit. Voilà. Non, mais c'est pas possible, il y a autre chose. Pas un régime particulier, une activité sportive. Je dis non, 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 c'est juste ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je me suis rendu compte que quand je faisais quelque chose qui me passionnait, vraiment, où j'avais des convictions fortes, où je me battais, en fait, tous les jours, pour faire bouger les choses. Donc, la situation des clients, la situation de handicap, en fait, je soulevais des montagnes. C'est-à-dire que on m'avait promis un budget, je suis arrivée, plus de budget. On m'avait dit, non mais on va t'aider, tout ça, personne ne m'a aidé. On m'avait dit, non mais toi 6 mois pour mettre en place ton business plan, ton organisation et tout ça. En fait, je n'en ai pas eu 6, j'en ai eu 3. Bref, en fait, tout ce qui devait bien se passer ne s'est pas bien passé. Et j'ai réussi, malgré ça. Et en fait, je suis arrivée à un niveau où on a commencé à me dire non, mais en fait, il faut la validation du comité directeur. Non, mais il faut le budget de machin, de trucs, de bidule. Et en fait, tout ça était reporté sur les arrêts pour des raisons de priorité. Sauf que, moi, dans la vie, il faut que ça aille vite. Je ne suis pas faite pour que ça traîne en longueur. Quand il y a nos sentiments, que ça peut aller vite. Et là, en fait, il me disait, mais c'est pas possible, on va mettre 3 ans pour mettre en place quelque chose qui pourrait mettre seulement 6 à 8 mois pour être mis en place. Donc, qu'est-ce que je fous là? Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, en fait, ils n'ont rien à faire du handicap. Ils n'ont toujours pas compris que j'essaye de démontrer que c'est, et ils m'empêchent
de le démontrer, parce qu'en fait, il accepte des petites choses, mais il n'accepte pas qui est véritablement rentable, intéressant et tout. Donc, est-ce qu'il y a vraiment ma place ici? Non. Troisième chose, mon manager me dit, écoute, j'ai essayé de négocier une augmentation de salaire, mais comme vraiment, tu fais un boulot de dingue, mais en fait, ça a été refusé à cause de la grille salariale. Et toi, tu es déjà haut pour te poste et je dois augmenter les salaires de ceux qui sont bas. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, ça va pas du tout là. tu n'es pas au bon endroit. Et en plus de tout ça, mon fils, un jour, pas derrière moi, il me dit, maman, mais t'as plein de cheveux blancs. Et il se trouve que 6 mois auparavant, avec mon ex-mari, on se disait, mais c'est fou, on a, je sais plus quel âge on avait, 35 ans, on n'a pas un cheveu blanc, donc par rapport aux copains, ouais, on vieillit bien, machin, on était mais ultra fiers de ça. Et aussi, moi, me retrouve avec une trentaine de cheveux blancs. Je me suis dit, non mais, what the fuck, il y a pas trop là. Et donc, en fait, il a décidé de partir. Tu savais ce que ça serait la suite? Alors, j'y réfléchissais, puisqu'il avait gardé mon coach. Et lui, en fait, ça faisait des années, ça faisait 18 mois, qu'il me disait, mais tu sais, Virginie, franchement, tu serais une super coach. Et moi, je le mettais lui sur un piédestal, donc je me disais, non mais attends, arrive à faire ce que tu fais. Tu sais décrire, tu sais l'accompagnement de fou que tu fais, mais impossible. Je ne serai jamais à la hauteur. Il me disait, mais si, mais tu te sous-estimes, mais attends, mais tu t'en rends pas compte. Tout que tu pourrais faire, tous les gens que tu pourrais aider, tout. Ouais. Et puis, à force, je me suis habituée à l'idée. Et donc, j'ai décidé de suivre sur scène. Donc, voilà, je voulais faire du coaching. Et finalement, c'est pas du tout ça que j'ai pas fait. Là, tu te dis, je vais faire une formation de coaching. Donc, j'ai fait une formation de coaching qui durait 18 mois. Donc, une super formation qui permettait justement de coacher en entreprise et de coacher en fait tous les niveaux en entreprise, donc les dirigeants, les managers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé que j'ai eu ma certification, puisque je suis bénévole. Et donc j'ai commencé ma petite activité de coaching, mais en étant ultra timide, en ayant zéro, science du commerce, en ayant ultra peur de me mettre en avant, de me vendre, puisque l'argent c'est toujours pas, enfin, il y a pas de problème avec l'argent pour demander à être payé, mais dire moi je suis la super coach, non. Je n'ai pas que je n'y croyais pas, mais je trouvais ça prétentieux, en fait. C'est difficile de vendre son travail, en fait. Bah oui. Tu peux vendre le travail de quelqu'un d'autre. On dit souvent, voilà, c'est vendre soi. Alors, moi, on m'a fait un gros travail de coaching en me disant, Charlotte, tu ne te vends pas toi, tu vends la valeur ajoutée que tu apportes. Mais bon, faut... Ouais, donc, d'ailleurs, aujourd'hui, je suis conférencière et j'ai pris un agent pour régler ce problème. Et donc, on a eu sur notre mode d'activité en tant que coach. Et en même temps, comme quoi la vie est toujours bien faite, quelques mois auparavant, de travailler encore en entreprise, j'avais été contactée par une réalisatrice qui souhaitait faire un documentaire sur la surdité au départ, avec 4 profils de sourds. Donc, on avait le sourd oraliste, le sourd qui s'exprime en langue des signes, le devenu sourd et le sourd aveugle. Alors, le 4e, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais je crois que c'était ça. Et puis, on m'avait adressé cette personne, parce qu'il y a un gros réseau, en fait, de la communauté sourde, et donc, pour les aider à trouver les bonnes personnes. On discute dans un bar pendant 2 heures, et au bout de 2 heures, la personne me dit, non, mais en fait, je suis mon programme, c'est ta vie qui m'intéresse. Je vous dis, non, pas du tout.
je rentre chez moi, je raconte ça donc au père de mes enfants, à d'autres personnes. Et je me fais littéralement disputer par tout le monde. Je me dis, quoi, t'as quand même pas refusé? Mais attends, tu peux pas refuser une chose pareille. Je dis, mais non, mais tu te rends pas compte. Mais déjà, c'est hyper intrusif. Et puis, franchement, ma vie, aucun intérêt, l'homme nul, machin, non. Et puis, au bout d'10 jours, ils ont tous, je sais pas s'il y avait, en fait, collaboré collectivement, mais ils ont réussi à me convaincre qu'il fallait que je dise oui. Que j'ai fait. Et donc, on est parti, en fait, pour quasiment 18 mois, 2 ans, entre le moment où j'ai dit oui et le moment où le documentaire est sorti. Et là, en fait, il y a été un truc de malade. C'est-à-dire qu'il est d'abord sorti en Suisse, sur Arte, puis en France. Et il a fait un buzz de malade. Alors, en Suisse, il est parti sur les chaînes nationales. Mais en France, il est sorti sur Arte à 23h30, le soir de la demi-finale de la Coupe du Monde de foot. Donc, en fait, il n'avait aucune chance de partir. Sauf que il a fait un buzz de malade et tout le monde est allé le voir en replay. Donc, c'était une semaine de replay. Ça a été prolongé d'une semaine, d'un mois, de 2 mois, enfin, je sais plus combien de temps. Mais les gens ont commencé à m'appeler, à me dire, mais Virginie, on veut que tu viennes témoigner auprès du réseau des orthophonistes. Enfin, c'était surtout médical, le handicap au départ. Et il se trouve que le père de mes enfants m'avait, 2 ans auparavant aussi, inscrit à une formation de conférencière. Ok. Mais évidemment, j'avais fait ma formation et je n'étais jamais passée en action. Syndrome de l'imposteur, peur de la lunaire, bref. Et là, il me dit, bah alors, action. Et donc, j'accepte, donc je fais des témoignages et tout, qui se passe bien, des study ovation, donc je me dis, ah oui, à ce point-là. Rémunéré? Pardon? C'était rémunéré à ce moment-là? Non. Non. Et ça m'en est très bien. Ouais. Et puis, donc le documentaire sort, ça fait le buzz. Et une personne vient me voir en me disant, Virginie, j'organise un événement où je fais intervenir plusieurs conférenciers et le public paye pour avoir accès à cet événement. Je dis, ah, pas du tout. Sauf que, jusqu'à présent, je disais toujours pas du tout et je passais à autre chose. Sauf que là, je me suis dit, mais j'ai quand même lui demander pourquoi il pense que je suis intéressante pour le public. Donc, il m'explique ça pendant 45 minutes, on l'a au travers, ah là là, la femme inspirante, et puis il y a ça, dans ton parcours, mais tu ne te rends pas compte, c'est dingue. Et puis moi, c'était ma vie. Donc, en fait, il n'y a pas en quoi c'était extraordinaire. Alors, aujourd'hui, j'ai compris. Mais, en fait, il y avait cette peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur de décevoir par rapport à la description que les gens pouvaient faire de moi avant qu'ils ne me rencontrent. Bref, donc je vous dis, ah non, pas du tout, et tout ça. Et ça, c'était au mois de juillet. L'été passe, septembre, le moment des bonnes résolutions. Et là, elle me dit, non, mais c'est vrai. Notre mari m'a payé cette formation. Je rêve un jour de prendre la parole sur une scène, une vraie avec un public. Mais pourquoi tu dis non à chaque fois? Pourquoi tu te sabotes toute seule? Et donc, je le rappelle, je vous dis, bon, bah, écoute, j'ai réfléchi. Comment te dire, j'accepte ta proposition si elle est toujours d'actualité. Il me dit, mais carrément, elle est plus que d'actualité, parce qu'en plus, je réalisais que sur scène, il n'y avait que des hommes. Et tu seras la seule femme. Ah, me dit, en plus, ok. Et d'un autre côté, j'ai toujours été sensible, faite à la diversité au sens large. Et je me suis dit, ok, en fait, ça me va, ça me plaît, qu'il y ait ce double challenge d'être une femme au milieu d'hommes. Donc oui, les femmes ont leur place, ont leur importance.
Et en plus, de tester pour la première fois une conférence qui serait payée. Alors moi, je ne touchais pas un centime, mais les gens payaient. L'horreur. Mais l'horreur. J'ai cru que je n'allais jamais m'en sortir. En fait, j'ai vécu à peu près le pire du pire du pire qu'un conférencier peut vivre. Pourquoi? Parce que j'ai eu la crise d'angoisse à quart d'heure avant de monter sur scène, où il était décomposé en larmes, à me dire, j'y arriverai jamais, ça va être nul. Et puis le public va me jeter des tomates qu'il va trouver une série à la figure, à la tête, tellement ça va être nul. Donc, je me suis fait des scénarios, en fait, hyper sympa. Ensuite, l'organisateur m'appelle en me disant, Virginie, dans 2 minutes, c'est à toi. Donc, le temps de ravaler mes larmes, d'essayer de cacher que j'étais, mais en fait, au fond du truc, de me remaquiller, machin. Il me fait passer, en fait, d'une année au milieu du public pour monter sur scène. Donc, il n'y avait même pas les rideaux pour me dire, j'y vais, je n'y vais pas. Non, 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 t'avais pas le choix. Et donc, je remonte cette année. Et je tremblais, mais comme une feuille, mes jambes ne me portaient presque pas. Enfin, je ne sais pas comment je suis arrivée sur cette scène. J'arrive sur la scène, je vois donc Aria, puisque j'avais les potes, en fait, qui m'aveuglaient. Elle me disait, alors là, t'es sourde et t'es aveugle. Ça part. J'adore. Et ça m'a tellement, en fait, étonnée que ça m'a anéantie. Et je me suis dit, non, mais en fait, je fais quoi Et pendant ce temps, l'organisateur fait mon introduction. Et là, il me présente comme la nana, mais topissime, ultra extraordinaire, exactement ce qu'il faisait. C'est la raison pour laquelle je ne me montais pas sur scène. Il m'a jeté, mais à vulnérabilité totale. Et me dit, non, mais je vais mourir, je n'y arriverai jamais. Ça va être affreux. Il n'y a pas un truc pour que je puisse disparaître. Sauf qu'il me dit, Virginie, c'est à toi. Et là, je ne vois rien. Je n'entends rien. Et il me dit, putain, je me souviens plus de mon intro. Je me souviens plus de rien. Mais le vide de ma tête. Au bout d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes, je bois un petit peu d'eau, qui me permet de me rappeler péniblement de mon introduction. Et en fait, chaque fois que je sortais une phrase, je cherchais la suivante en me disant, non mais, elle est passée, oui, cette saloperie de fuite. Et puis voilà. Donc, je fais comme ça, les 30 premières minutes. Et là, je me dis, bon, on arrive à la fin. Je vais sortir de ce cauchemar, en sachant que toutes les 5 minutes, je n'avais plus de salive. Donc, je m'arrêtais pour boire, bref. Et arrivé au bout de 30 minutes, je vois le timer. Et il me dit, 30 minutes, c'est tout. Tu devais parler comme... L'organisateur m'avait demandé 50 minutes. Oh. Pas une de plus, pas une de moins. Là, il me dit, il y a encore 20 minutes. Mais avec le foirage, qu'après, non, mais je ne peux pas rater ça en plus. Donc, c'est syndrome de la bonne élève totale qui fait que je me suis dit, non, mais au point où je suis, eh ben, c'est pas grave. Je suis partie en improvisation totale. Je ne sais absolument pas quoi raconter. Je balance ma conclusion à la 49e minute. Donc, je termine à 50 minutes. Puis, ma parole se meurt. Je ne vois toujours rien, je n'entends toujours rien. Et puis, j'attends. Puis les lumières qui ne s'allument pas. Là, je me dis, il n'y a plus personne dans la salle. En fait, c'est pour ça qu'ils n'allument pas. Parce qu'ils ne veulent pas que je vois qu'il n'y a personne dans la salle. Il finit par allumer la lumière. Et en fait, c'était une atelier, ma chaîne. Et j'avais des amis, en fait, au premier rang, en me disant, ils vont me soutenir et tout ça, mais je ne voyais rien. Donc, même eux ne m'ont pas soutenu. Et après, avec le recul, je leur ai demandé du feedback.
Il me dit, écoute, sincèrement, les 30 premières minutes, laborieux, hein. On avait pitié pour toi. Je savais pas comment t'aider. On essayait de t'envoyer des trucs, mais t'avais pas l'air de nous voir. Mais alors, les 20 dernières minutes, fabuleuses. Alors, dire quoi? Mais attendez, les 30 minutes que je vous ai sorties de la douleur, ça fait 3 mois que je les travaille, je les connais par cœur. Et le truc que j'ai improvisé à l'arrache, c'était mieux. Mais ça sert à rien de travailler en fait de la vie. De refait très intéressant comme expérience. Mais ça, du coup, ça m'a donné confiance au fait pour le reste de ma carrière de conférencière. Mais comme je me dis, une fois que tu as connu le pire, il y a que le meilleur qui peut t'arriver. Ouais. Et sachant que maintenant, dans tes conférences, tu as ta conférence en tête, mais tu fais des improvisations? Alors oui, il m'arrive de faire des improvisations et je suis à l'aise avec l'improvisation, même si, spontanément, je suis toujours plus rassurée que ça soit préparé. Sachant que quand on prépare, finalement, on sème des graines dans notre cerveau et puis finalement, dans l'improvisation, tu as tout le fruit de ton travail qui est ressorti, mais d'une façon différente. Mais de toute façon, pour moi, une bonne improvisation est toujours une improvisation préparée. Et donc, à partir de quand tu te dis, je vais devenir conférencière professionnelle? En fait, c'est là. Parce que, en plus, encore un coup de pouce du destin, j'avais été contactée par France 2 pour participer à une émission de télévision. Et l'objet était un concours d'éloquence entre 12 personnes. Mais 12 personnes qui venaient un petit peu de tous les horizons, qui prenaient, entre guillemets, la parole vraiment pour la première fois. Alors moi, c'était la deuxième, puisque j'avais eu me louper sur scène. Et toi qui viens me chercher alors que normalement, participer à cette émission, demander de candidater. Et je leur dis non. En me disant oui, bien sûr, évidemment, le handicap, pour passer pour une bête de foire, hors de question. Ils reviennent vers moi une deuxième fois. Et là, pareil, on va balader. Et c'est ma prof de conférence qui m'appelle en me disant, Virginie, non, mais attends, ne me dis pas que tu as refusé. Donc, je me retrouve à faire dans la même situation que pour le documentaire. Elle me dit, si, je suis pas une bête de foire, et puis le handicap, mais c'est tellement facile de faire le pas avec, et ce ne sera pas sur nos deux que trouve quelqu'un d'autre. Elle me dit, non, mais tu te rends pas compte, tu veux devenir conférencière, mais c'est génial. T'imagines pas la peur de lancement que ça peut être. Et puis en plus, ça va être super intéressant parce que c'est une très belle émission, connaît le réalisateur derrière, connaît l'équipe, c'est vraiment des belles personnes. Respectueux. Donc, oui, c'est respectueux, c'est bienveillant, et puis vraiment, s'il y a un endroit où tu dois être, c'est là. Ok, elle arrive à me convaincre. J'accepte. Mais en même temps, il y a une partie de moi un peu rebelle, un peu qui s'auto-sabote, qui dit oui, mais qui ne fait rien pour que ça marche. C'est-à-dire que j'avais été donc présélectionnée malgré moi, mais il y avait quand même un casting qui regroupait 80 personnes. Donc on était convoqués à un endroit et on devait en fait passer un certain nombre d'épreuves pour qu'ils sélectionnent votre cadre. Et je devais faire une vidéo pour, en fait, leur dire, je suis intéressée, sélectionnez-moi, s'il vous plaît, parmi les 24. Sauf que, il y a plein de trucs. Et je me suis souvenue, genre, 1 heure avant la deadline. Et il me dit, me fait chier ce truc, en fait. Donc, j'ai fait ça avec mon plafonnier de la voiture à 18h en pleine nuit, avec mon téléphone qui avait une connexion pourrie. J'ai fait ma vidéo à l'arrache, sans réfléchir, sans rien préparer, en me disant de toute façon, s'ils me veulent, ils vont comme le promet. Hop, je balance la vidéo. En me disant, là, je suis tranquille, ça sera pas de ma faute. J'aurais dit oui, mais j'aurais fait le minimum. Sauf qu'il me dit oui.
Donc là, je suis convoquée pour la deuxième partie, au fait, de la sélection, pour avoir les 12 films. Et là, c'était devant un jury. Et on devait donc présenter quelque chose qu'on préparait, tout ça. Et moi, je leur dis, non, mais attendez, j'ai pas le temps, là. En fait, déjà, j'ai que 10 jours pour me préparer, mais je suis blindée, en fait, pendant ces 10 jours. Donc, par exemple, à 1 heure. Donc, si ça vous va, eh ben, très bien. Il me dit, ah bah oui, parfait, tout ça. Et on me dit, ok. Non, mais en fait, ils m'ont vraiment fait chier. Et puis, je passe le casting. Et on avait donc une première épreuve où on devait se présenter. Et une deuxième épreuve où on devait faire un duel avec une personne, donc un qui défend le pur et l'autre le contre. Je me présente, silence de mort à la fin. Donc, on me dit, mais rien compris, marre de... Je fais un énorme complexe par rapport à ma voix, mon action, ma surdité, machin. Donc, on me dit, bah, ok, je parle très très mal, bah, voilà, une preuve de plus. Non, bah, je serais pas sélectionnée, et puis voilà, de toute façon, c'est pour ça que j'avais dit non au départ, voilà. Sauf qu'il me sélectionne par la suite. Et en fait, on m'expliquait après avoir été tellement estomaqué, ébloui par mon intervention que, en fait, il a eu besoin de plusieurs minutes pour se remettre. Donc, exactement l'inverse de ce que j'avais imaginé. Et je fais la deuxième intervention, donc le duel. Et pareil, en fait, je suis choisie à l'unanimité et au classement, j'étais dans le première. Donc là, je me dis, eh merde, une occasion manquée d'avoir la paix. Et finalement, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée cette année-là. Parce que derrière, effectivement, ça a fait décoller ma carrière professionnelle. Ça m'a complètement, en fait, décoiffée sur ce fameux complexe que je traînais quand même depuis plus de 20 ans. Relatif à ma voix, mon action, le fait qu'on peut être intéressant, même si on est issu de la diversité, même si on ne coche pas les cases, et même si on a une action qui nécessite parfois de faire des efforts, pour me comprendre. Donc là, je me suis dit, waouh, en fait, merci la vie. Et quand même, c'est la deuxième fois que tu essayes de t'auto-saboter. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois travailler le plan au quotidien. Ouais. Comment tu écoutes ton intuition? Alors, très bonne question. Parce que ça a été compliqué pour moi. Que j'ai une très forte intuition, je suis hypersensible. Sauf que dans l'éducation que j'ai reçue, en fait, il fallait en permanence que je mette mon intuition de côté. Sauf qu'elle revenait en permanence et donc, j'étais tiraillée entre cette intuition. Il me disait, mais Virginie, mais non, c'est pas du tout ça, mais va plutôt là, essaye ça. Et c'était un peu ce que j'appelais ma flamme de vie. Le truc hyper primitif, tu ne sais pas pourquoi, mais il ne parle pas très fort, mais en fait, une attention d'arrêt. À tel point que tu as envie de le faire taire, ben, il t'empêche, en fait, de te reformer finalement au code, à l'éducation que tu as reçue, aux attentes que tu imagines de la part des autres. Et le fait d'avoir fait une dépression, quelque part, m'a reconnecté au fait à cette partie hyper intuitive qui se trompait quand même assez rarement. Je n'ai pas souvenir que de m'être trompée en écoutant mon intuition. Et le résultat a été qu'à partir du moment où j'ai écouté mon intuition, j'ai osé surtout aller jusqu'au bout de ce que mon intuition me guidait. Franchement, ça a fait une énorme différence dans ma vie. Alors, ça a été compliqué pour les autres parfois de comprendre, de suivre. Mais c'est vrai que j'ai fait un virage fait à 90 degrés, enfin 80 degrés dans ma vie. Ouais. Tu es la vraie Virginie C'est ça.
C'est ça. En fait, c'est ça aussi qui m'a permis de me rendre compte que ce sentiment que je pouvais avoir pendant des années, de subir, d'être né au mauvais endroit, au mauvais moment, à la mauvaise place, ce sentiment aussi que il y avait des privilégiés et il y avait tous les autres, dont je faisais partie évidemment. C'était fou. Que c'était possible, le fait de vivre autre chose, que c'était possible, qui que nous soyons, quel que soit notre passé, de construire un futur, en fait, dans lequel on se dit, j'adore ma vie. Trop chouette. Comment tu célèbres tes réussites? Alors, ça dépend de la réussite. Alors que ce sont des petites réussites, je suis assez gourmande, donc je me fais soit des pâtisseries, soit un restaurant, soit... Quand ce sont des grandes réussites, là, j'essaye de les marquer, au fait, de manière un peu plus forte. Donc, je vais faire des bijoux, des beaux bijoux. J'ai mis du temps pour ça. Parce qu'offrir des cadeaux aux autres, aucun problème, mais à moi, et puis avec la symbolique, en fait, aussi du bijou que tu portes, c'est valeur financière aussi. Bref, c'était ce rapport, en fait, que j'avais avec ma propre valeur. Donc, il y a des voyages, il y a, en fait, cette volonté de marquer le plus possible, en fait, tout ce qui me donnait le sentiment de faire un pas en avant vers un objectif, vers quelque chose qui me nourrit profondément à tous les niveaux. Trop chouette. C'est quoi la réussite pour toi? Très compliqué de répondre à ça, parce que je pense que je n'ai pas du tout la définition de la réussite au sens matériel du terme. Moi, c'est la liberté et l'équilibre. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai en fait en moi, de par mon éducation, de par ce qui s'est passé en fait dans ma famille, évidemment un rapport en fait à l'argent matériel, parce que j'en ai besoin et je ne veux pas que ça m'empêche en fait de prendre soin de mes proches, donc notamment de mes enfants, pouvoir leur payer les études qu'ils souhaitent, pouvoir leur offrir une vie confortable, et moi aussi, me récompenser au fait de que ma place dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, mais je peux perdre en fait de l'argent, je peux repartir de zéro. Ça n'enlèvera rien à mon sentiment de réussir. Ce qui me nourrit, c'est de me dire, là maintenant, je peux faire que nous. Je peux partir, je peux aller voir un ami, je peux travailler, je peux être avec l'homme que j'aime, choisir de passer un moment avec mes enfants. Mais c'est ça, cette liberté, au fait de faire ce que je veux, quand je veux. Alors évidemment, à quelques contraintes, de je t'écoute, mais le ressenti est celui de la liberté. Et la deuxième chose, c'est au fait être moi-même. Sans avoir besoin de porter un masque, de jouer un rôle, de faire plaisir à quelqu'un, alors que c'est tellement contraire à mes valeurs, ma vision des choses et tout ça. C'est quelque chose qui pour moi a été très difficile. Et donc je le savoure vraiment, surtout quand tu vois en fait à quel point ça transforme une vie, et à quel point finalement on ressent une sérénité profonde et tout ça. Ouais. Et pas que c'est ça aussi, c'est cette sérénité, cette joie de vivre, en fait, qu'on ressent au quotidien, le matin au réveil. J'adore, en fait, me réveiller le matin. Mais comme j'adore me coucher le soir en me disant, j'ai une belle journée. Trop chouette. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Alors, je me le suis dit à plusieurs reprises. En fait, je pense que je me le suis dit chaque fois que les gens me posaient des barrières, que moi-même je ne me posais pas. Alors, je me disais, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas moi? Et d'ailleurs, quand je regarde en fait dans le rétroviseur, je me rends compte que j'ai souvent été pionnière
de beaucoup de choses. Parce que justement, vous me disiez, et pourquoi pas moi? C'est quoi pour toi un échec? Un apprentissage. C'est surtout, en fait, le moment où je me dis, en fait, ce n'est juste pas la bonne stratégie. Essaye autre chose. N'importe quoi d'autre. Après, évidemment, on a plusieurs chemins possibles. Mais celui qui te paraît le plus pertinent après, ce chemin qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu penses que la petite Virginie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Je lui dirais... En fait, le mot dans lequel on vit aujourd'hui n'a pas compris beaucoup de choses. Je suis désolée que tu dois passer parfois par des périodes difficiles, par des moments où tu auras l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être au bon endroit, de ne pas avoir ce qu'il faut, de ne pas avoir les bonnes cartes. Mais en fait, tu verras, si tu écoutes les bons conseils, c'est-à-dire, en fait, ce que ton corps essaye de te faire passer comme message, si tu t'entoures de personnes qui sont heureuses, en fait, de te voir réussir, qui te soutiennent, qui t'encouragent, tout ça, et si tu rêves, si tu t'autorise à rêver grand, ma chérie, tu vas t'éclater. Alors, la question, normalement, c'est qu'est-ce que elle penserait, mais j'adore l'idée, la façon dont tu l'as. Je pense que je vais l'introduire dans toutes mes interviews. Donc, merci Virginie. Avec plaisir. Et qu'est-ce que tu penses que, du coup, la petite Virginie de 6 ans, elle dirait si elle te voyait aujourd'hui? Alors, j'ai peur que la petite fille de 6 ans soit après complètement, parce qu'à 6 ans, elle n'avait pas de problème d'avenir. Donc, elle dira, ah ouais, en fait, je préfère jouer avec les enfants, c'est beaucoup plus marrant, la conversation d'adulte. En revanche, une adolescente de 15 ans, elle me dirait, Virginie, en fait, rien n'est impossible avec toi. Alors, on ne dit pas que rien n'est impossible au sens métaphysique du terme. Mais, en fait, quand tu as un objectif, tu finis toujours par trouver un chemin pour y arriver. Et surtout, ce que j'adore avec toi, c'est que tu ne prends jamais le chemin conventionnel. Donc, merci. Merci pour ça. Merci de me donner cet espoir que moi aussi j'ai droit. J'ai droit d'être heureuse, j'ai droit de trouver ma place, j'ai droit d'être aimée comme je suis. J'ai droit finalement de rêver grand. Ben que oui, moi aussi, c'est ma place. Trop chouette. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements? Alors, le renoncement, pour moi, n'est pas forcément le beau terme. Parce qu'en fait, ce que j'appelle, parce que toi, tu appelles renoncement, moi, j'appelle ça choix. Et en fait, bah, quelque part, il faut accepter parfois de payer le prix. Ça, c'est sûr. Illustration pratique. J'ai dû quitter mon entreprise pour me mettre à mon compte. J'ai dû quitter le père de mes enfants pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, en fait, ce n'est pas un renoncement. C'est aujourd'hui ce qui me correspond le mieux et ce que je fais pour l'atteindre. Donc, forcément, il y a fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Mais est-ce que c'est renoncer? Pas forcément. Pour moi, c'est grandir. Ouais. Pour moi, c'est expérimenter. C'est quoi la plus grande difficulté que tu aies eu à traverser dans ta vie?
En fait, j'en ai vécu beaucoup. Je pense que la plus grande difficulté dans le feu, c'est de ne pas y avoir suffisamment cru en moi, de ne pas m'être suffisamment aimée. En fait, j'ai attendu que ça vienne des autres. Et ça, c'est une énorme erreur parce que, évidemment, c'est là où je souffre le plus. Et c'est là où on fait des choix qui nous emmènent dans des directions douloureuses. Oui, quand on cherche exclusivement le regard et l'amour des autres avant de se l'offrir à soi, ça emmène pas dans des bons chemins. Non, pas forcément. On n'attire pas forcément les meilleures personnes. Non. Et puis, qui est compliqué aussi, c'est que ça nous met au fait dans des positions de vulnérabilité, desquelles c'est encore plus difficile de sortir. Ouais. Parce que justement, c'est encore plus une confiance en nous, et puis la capacité à voir finalement le potentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Ah, mais tout à fait. Ouais. Mais complètement, simplement, il faut parfois demander de l'aide. Parfois, se dire, mais en fait, ma vulnérabilité est telle que je n'ai que deux options. Soit je coule, soit je me fais aider. Soit j'avance et puis justement, il faut faire des choix. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Alors, c'est pas facile non plus, mais parce que je peux être fière de plusieurs choses. Déjà, comme toutes les mamans, je suis fière de mes enfants, qui sont quand même deux personnes extraordinaires. Je suis fière de ma relation de couple aussi, qui me nourrit profondément, parce qu'elle est à la fois un bonheur dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, donc ça nourrit profondément. Je suis fière de tout que j'ai accompli en fait jusqu'à ce jour, parce que je me dis tout a un sens. Quand tu regardes dans le rétroviseur, rien n'arrive par hasard, et c'est quand même assez intéressant à vivre. Et ça permet justement d'être beaucoup plus dans la résilience et rebondir facilement, rapidement, quand tu traverses encore des périodes moins fun. Je suis fière aussi de continuer à travailler sur moi, parce qu'évidemment, on a toujours des choses à faire qui nous tirent en arrière. Donc, de voir que je continue à grandir et que j'arrive à garder cette humilité, de me dire, tout va, là, t'es pas top. Là, tu vas bien, qu'il y a encore du syndrome de l'imposteur, qu'il y a encore ce côté auto-sabotage, tu vas bien, que dans ta communication, c'est un peu maladroit, que essayer de me laisser à chaque fois suffisamment de bienveillance pour ne pas culpabiliser, parce qu'on est très fort, ne pas Ouais, c'est sûr. Voilà. Je suis fière de ça, en fait, de m'être détachée de cette culpabilité permanente. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup, tu voudrais donner aujourd'hui? Je vais pas laisser le silence durer trop longtemps, mais c'est vrai que je ne sais pas quoi répondre à ça. Je crois que si j'ai un conseil à donner, c'est s'il te plaît, n'aie pas peur d'aller explorer ta part d'ombre. Parce qu'évidemment, tu as une part de lumière et une part d'ombre. Alors, la part d'ombre, évidemment, parle de tout ce qui est vulnérabilité, de tout ce qui est honteux, qu'on a envie de cacher chez nous. J'ai eu la chance, en fait, de ne pas y avoir d'autre choix que de l'explorer me concernant. Et en fait, on ne peut briller véritablement que si on a exploré cette part d'ombre. Alors, c'est parfois un peu douloureux, c'est parfois compliqué au niveau de l'ego. Mais
c'est très riche, cet enseignement. Et en fait, c'est ça qui nous permet de faire d'énormes bons en avant. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que, en fait, finalement, c'est la vie, c'est l'humain, mais que si on ressent des choses négatives, c'est simplement pour nous aider à trouver le chemin qui nous correspond véritablement. Et c'est ça de l'humanité a besoin aujourd'hui. Ouais. Qu'il y a un maximum de gens qui se soient véritablement trouvés et de gens qui soient épanouis dans leur vie. Et la part d'ombre, de toute façon, tant qu'on ne la découvre pas, ou en tout cas on n'apprend pas à l'aimer, elle va ressurgir de façon plus violente. Et, c'est ça. et tu vois, je te disais hors micro que j'ai créé un programme qui est assimilé à un bilan de compétences, parce que je voulais qu'il soit finançable par le CPF, mais il y a justement un chapitre sur apprendre à découvrir sa part d'ombre et apprendre à l'aimer, parce qu'en fait, apprendre à s'aimer, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est indispensable. Et il faut savoir, en effet, à quel point on a des talents, connaître sa zone de génie, mais aussi savoir quelle est sa part d'ombre, parce que sinon, on est un tout. Oui, et que j'ai envie de rajouter par rapport à ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je développe dans l'Open Print, que j'ai créé là en septembre, qui s'appelle Unis dans la diversité. C'est que, en réalité, tant qu'on n'a pas exploré sa part d'ombre, on est focalisé dessus, qu'on essaye de le cacher, on essaye de le craser, machin. Et donc, l'énergie qu'on utilise ne sert pas à rayonner, à briller. Et le jour où, en fait, on ouvre la boîte de Pandore, on se libère, en fait, d'un poids qui fait que derrière, on est, en fait, en capacité de faire voir aux autres notre verre à moitié plein, c'est-à-dire la plus belle partie de nous. C'est ça. Celle qui, en fait, a des talents, comme tu disais, celle qui brille, celle qui a à apporter à ce monde. Je mettrai le lien vers ton podcast sur le blog pourquoipasmoi.co. Merci. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ta différence et ta force. J'ai mis du temps à reprendre ce conseil. Parce que pour moi, c'était ma tare. Alors, j'avais plusieurs tares, mais celle-là, c'était la tare des tares. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que c'est le plus beau cadeau que la vie ait pu me donner. Parce que grâce à lui, j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais vécues si je n'étais pas différente. Ça m'a permis aussi, d'une certaine façon, parce que je suis différente, de me libérer d'un certain nombre de choses. Parce que, paradoxalement, c'est presque qu'on n'est plus pour les gens de se dire, bah oui, elle est différente, donc c'est normal qu'elle fasse des choses différentes. Je trouve ça quand même très drôle. Et puis, il y a cet aspect aussi, quand on est en situation de handicap en particulier, on n'a pas d'autre choix que de sortir du cadre. Parce que rentrer dans le cadre est trop douloureux pour nous. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on a compris ça ouvre en fait un espace de créativité, un choix des possibles, cette image finalement d'être pionnier potentiellement de quelque chose et accepter en fait d'une certaine façon ce rapport à prendre la lumière. Parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué de gérer sa peur de réussir que sa peur de l'échec. C'est sûr. Et la singularité, c'est vraiment quelque chose, en effet, qui est indispensable, d'être conscient de quelle est sa propre singularité pour la transformer en une force. Exactement. C'est quoi tes prochains défis? Alors, j'en ai beaucoup. Donc, si je veux être courte, je suis en train d'écrire un livre qui sera mon deuxième, puisque le premier s'appelait Abandonner jamais, qui est assez autobiographique avec des clés du développement personnel. Ce livre-là sera plutôt sur comment, quand on est différent, s'épanouir, trouver sa place. Trop chouette. Et celui-là, j'espère le terminer fin mars. Et après, évidemment, c'est toute la partie avec la maison d'édition, etc. Donc, il sortira peut-être à la fin de l'année, si tout va bien. Le deuxième projet sur lequel je suis, qui me tient vraiment à cœur, c'est de créer un mastermind pour passer au fait de la théorie à la pratique.
c'est-à-dire en fait permettre à toutes ces personnes qui cherchent leur place, qui ont l'impression de ne pas y avoir les bonnes cartes, qui ont l'impression que quoi que les fasse, ça ne se passe jamais comme elles le souhaiteraient. Toutes ces personnes en fait qui rêvent de rêver grand, mais qui se disent de toute façon ma vie depuis le début n'est que je subis. Je subis les choix qu'on fait pour moi, je subis le regard qu'on va porter sur une étiquette qu'on me colle alors que je n'ai rien demandé, etc., etc. Donc c'est vraiment fait pour qu'on fasse en fait ce travail collectif de libération et surtout qu'on le fasse de la joie, de la bienveillance. Trop chouette. Aujourd'hui, tu es présentatrice aussi d'une émission télé. Tout à fait. Absolument. C'est une émission qui s'appelle Be Inspired sur Be Smart. Et en fait, là, on va bientôt changer de format puisque ça va être beaucoup plus digital. Et ça, c'est une réorganisation de la chaîne. Ok. Et c'est en fait une expérience extraordinaire. Qu'à présent, je faisais venir sur le plateau des personnes justement qui aspiraient à la fois dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Je faisais sans arrêt le parallèle avec justement les problématiques des managers, des cadres supérieurs, des cadres dirigeants, des directeurs, des chefs d'entreprise, etc. pour les aider finalement à prendre un peu de recul et puis surtout à bénéficier finalement de toutes les expériences de résilience, de rebond, de réussite, alors qu'on n'a pas forcément les bonnes cartes au départ. Ouais, trop chouette. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Alors aujourd'hui, on est à Manota, donc par élégance, par amour, évidemment, je vais remercier l'homme qui partage ma vie. Cet homme, il s'appelle Eric. Et alors, je dis ça avec humour, mais c'est vrai que il fait partie, en fait, des personnes qui ont énormément contribué à cet équilibre, en fait, cette réussite que je ressens aujourd'hui dans ma vie, à la fois professionnelle et personnelle. Et s'il devait sortir, en fait, du cadre de la Saint-Valentin, je souhaiterais remercier également cet avocat qui, justement, m'a dit, Virginie, ton handicap est ta force. Parce que c'est une phrase, en fait, qui est revenue dans ma tête pendant des années. C'est une phrase, en fait, qui m'a fait comprendre, en fait, qu'il y avait un autre chemin possible, une autre manière d'écrire mon histoire. Que je n'étais pas déterminée par ce handicap. Il pouvait être, en fait, autre chose, qu'un poids, qu'une tare, et tout ça. Et c'est aussi cette phrase, en fait, qui m'a fait, chaque fois qu'il y avait des doutes, chaque fois qu'il y avait l'impression de subir, que vraiment jamais je n'allais y arriver, qui me disait, mais Virginie, il y a quelque chose, t'as juste pas trouvé le bon chemin. T'as juste peut-être même pas trouvé la bonne personne pour t'aider à trouver ce chemin. Et donc, c'est ça qui me redonnait de l'espoir. Et donc, c'est encore un homme. Alors, je sais pas pourquoi je fais des hommes, mais il s'appelle Bruno Cavalier. Un grand merci Virginie. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, donc il y a ton site en Handicap Power, c'est ça? Tout à fait. Et je mettrai les liens du coup sur le blog pour pouvoir suivre la suite, la sortie de ton nouveau livre entre autres et le mastermind. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Et je serai ravie de travailler avec vous, de continuer l'aventure. Merci. Et si toi aussi tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»